Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. Nous allons aujourd'hui vous raconter une histoire incroyable, celle de deux colocataires américains qui au milieu des années 2000 cherchaient simplement à arrondir leur fin de mois en louant un tout petit bout de salon. Aujourd'hui, leur idée de génie porte un nom, Airbnb, et pèse plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un succès planétaire qui n'est pas sans conséquence, la plateforme a dynamité le marché de l'hébergement touristique. Une étude publiée hier dans les colonnes du Figaro montre d'ailleurs à quel point son offre s'est considérablement étendue en France, y compris à Paris. On en parle en tout début d'émission. Peut-on tuer pour une idée? Voici en substance la question que l'on se pose tous lorsque l'on se rend au théâtre de Poche Montparnasse à Paris quand un groupe de révolutionnaires veut commettre un attentat contre le grand-duc Serge. Cette histoire vous parle? Eh bien c'est normal puisqu'il s'agit de la pièce Les Justes d'Albert Camus, revisitée par Maxime Daboville. Nous recevrons le metteur en scène accompagné d'une comédienne. Et enfin, par ici les sorties, nous conclurons cette émission avec Françoise Dargent, rédactrice en chef culture au Figaro, qui viendra nous dévoiler sa sélection de la semaine. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Vous occupez la fonction de directeur du département opinion de l'IFOP. C'est d'ailleurs à vous que l'on doit cette étude dont on va parler dans quelques instants. Yann Brossat, vous êtes sénateur de Paris, coprésident du groupe communiste au Conseil de Paris et vous briguez la mairie de la capitale. Bonjour, soyez le bienvenu autour de cette table. Et enfin, Franck Delvaux, vous êtes le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Paris-Île-de-France. Bonjour, soyez également le bienvenu dans ce rendez-vous. Alors Jérôme Fourquet, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, vous révélez dans cette étude publiée ce jeudi dans les colonnes du Figaro qu'en 10 ans, les réservations touristiques via les plateformes sont passées en France d'une pratique assez marginale à un véritable phénomène de masse. Alors je vais déjà vous poser une question un petit peu personnelle si vous me le permettez, mais qu'est-ce qui vous a véritablement surpris dans cette étude ? Eh bien, c'est ce que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire c'est l'ampleur du phénomène et la rapidité à laquelle cette habitude, cette pratique s'est installée dans la vie de nos concitoyens. Vous l'ignoriez vraiment, ce chiffre de 80%? Alors, attends, on va voir le 80%, ce qu'il renvoie. Voilà, oui, on va en parler après. Oui. Peut-être d'abord des chiffres en termes d'usage. Ouais. 50% des Français disent avoir déjà utilisé au moins une fois la plateforme et 30% au cours des 12 derniers mois. Un tiers des Français a eu recours à Airbnb sur une année, ce qui est énorme. Et donc, on voit bien que là, on est sur une pratique de masse. Alors, si autant de gens y recourent, c'est aussi qu'il y a une offre qui s'est démultipliée. Et grâce à des données qu'on a pu obtenir pour la première fois d'Airbnb, qui nous a ouvert une partie de son stock de données, on a pu constater que 81% des communes françaises, donc 29 000 communes, abritaient au moins une offre Airbnb. Donc ça veut dire qu'on peut quasiment aller avec Airbnb partout en France, à la mer, à la montagne, dans le centre de Paris, mais également dans les châteaux de la Loire, partout, des offres Airbnb se sont développées. Et 8% de nos concitoyens ont déjà mis en location sur la plateforme leur logement. Donc on voit ce phénomène qui, encore une fois, il faut le rappeler, est arrivé en France en 2012 seulement, qui a conquis toute une partie de la population. Alors c'est vrai que tous ces chiffres que vous avancez, pas inventés bien évidemment. On essaye de pas trop inventer. Non, vous ne les inventez pas bien sûr, mais ils sont assez éloquents. 80%, c'est celui vraiment que je retiens, de communes françaises qui comptent au moins une location Airbnb en 2024. Comment vous expliquez cet essor ? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut le rappeler, on est la première destination touristique du monde. Donc on accueille énormément de touristes étrangers. Airbnb, c'est une marque internationale, donc les habitudes sont prises aussi à l'étranger. À peu près un tiers des utilisateurs d'Airbnb en France sont étrangers. Donc ça, c'est un des moyens de visiter la France nouveau, qui s'est offert à ces visiteurs étrangers. Et puis c'est aussi que les Français eux-mêmes aiment beaucoup voyager dans leur propre pays, les courts séjours, les longs week-ends, les ponts du mois de mai, contre lesquels s'était érigé un ancien Premier ministre. François Bayrou, pour ne pas le citer. Et donc, ces locations saisonnières, courte durée, ont répondu à un besoin, une attente, et ils montrent aussi la centralité des vacances, des loisirs, dans notre société et notre civilisation contemporaine. Mais c'est vrai que la promesse d'Airbnb, à la base, c'est de proposer des vacances à moindre coût. À l'heure où les Français font particulièrement attention à leurs dépenses et à l'heure où nous vivons dans une instabilité politique assez incroyable, est-ce que cette offre retrouve un écho assez particulier aussi dans la population ? Alors,
il y a ce qu'on a indiqué, c'est-à-dire la grande diversité d'offres. On peut aller partout. La diversité aussi en termes de format. Une chambre, un logement entier, qui peut séduire les utilisateurs. Le tarif également, même si le tarif, en fonction du bien que vous allez louer, la période à laquelle vous allez louer, l'offre et la demande est quand même très présente. Et puis le lieu, est-ce qu'on est dans l'hypercentre de Paris, à Biarritz, ou au fin fond de la Corrèze, le tarif d'Airbnb ne sera pas le même. Donc il peut y avoir cet argument tarifaire qui parle à une partie du public, mais je crois que c'est surtout la diversité et la praticité de cette offre, c'est-à-dire qu'en 2 clics, vous voyez défiler toutes les offres qui sont disponibles dans, encore une fois, un périmètre très large. Je disais que 81% des communes françaises comptaient au moins Airbnb. Oui. On ne peut pas comparer terme à terme, mais les hôtels, c'est 16% des communes françaises. On va en parler de ce décalage. Il y a à peu près 5000 communes qui comptent un hôtel. Alors c'est déjà beaucoup, et ça montre bien qu'on est une grande destination touristique, mais le maillage Airbnb est sans commune mesure. Et donc beaucoup de Français trouvent davantage chaussures à leurs pieds avec cette offre complètement décentralisée sur le territoire. Absolument, on va parler effectivement de cette offre aussi en zone rurale qui est parfois très intéressante. Mais avec vous, Franck Delvaux, je voulais aussi parler de ce prix que j'ai évoqué il y a un instant. C'est vrai que la promesse d'Airbnb, je le rappelle, c'est des vacances à moindre coût. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que parfois c'est aussi cher, voire même plus cher qu'un hôtel. Est-ce que ce n'est pas un mirage aussi de faire croire qu'un Airbnb va proposer des logements à moindre coût? Si, moi j'aimerais vous parler de la face occulte d'Airbnb. Parce que la promesse, c'est pas ça du tout, la promesse initiale. C'est quoi? Il faut revenir à la genèse de l'histoire d'Airbnb. C'est 2 étudiants qui ont loué un canapé lors d'un congrès parce qu'il n'y avait plus de place. C'est partager son logement. C'est de la colocation temporaire, éphémère. Or, à Paris, 90% des annonces Airbnb, ce n'est pas partager le logement, c'est louer le logement entier. Le logement entier. Donc maintenant, je vais vous parler de la face occulte. C'est quoi la face occulte? C'est qu'à Paris, il y a environ 20 000 logements qui ont été retirés du marché locatif. Ça veut dire que les gens qui travaillent dans le milieu de l'hôtellerie-restauration, parce que heureusement, il y a des hôteliers à Paris, il y a environ 1600 hôtels à Paris, et environ 90 000 chambres d'hôtel. Ben, les gens qui travaillent dans les métiers de service, mais aussi dans la distribution, ne peuvent plus se loger à Paris. Ils ne peuvent pas se loger à Paris. Parce qu'il y a 20 000 logements qui ont été enlevés de Paris, du locatif. Parce que ces logements dont vous parlez sont exclusivement utilisés pour des locations Airbnb? Bien entendu. Aujourd'hui, certains, ce n'est pas un revenu d'appoint, c'est un métier. On est complètement sortis. Alors Airbnb essaye de nous faire une belle histoire. Ils ont réussi à être sponsor des Jeux Olympiques en France. C'est un scandale. C'est scandaleux qu'Airbnb soit sponsor des Jeux Olympiques. Parce que pour vous, les hôteliers se font piétiner par Airbnb. C'est vrai que tout à l'heure, c'est de la concurrence déloyale. Jérôme Fourquet a parlé de ce chiffre qui, c'est vrai, est intéressant. 80% des communes ont au moins un logement Airbnb contre 16% des communes qui ont seulement un hôtel. Vous vous rendez compte, c'est vrai que le décalage est incroyable. Moi, je parlais plus de Paris et l'Île-de-France. Oui, alors... C'est une réalité très différente. C'est ça. Je vous parlais plus... Aujourd'hui, à Paris, il y a 80 000... Le pic a été 90 000 annonces Airbnb, alors aussi, alors qu'il y a 90 000 chambres d'hôtel. On ne manque pas aujourd'hui de chambres d'hôtel à Paris, ni sur l'Île-de-France. C'est quand même là où il y a la plus grande densité. Mais c'est aussi le problème, je vous l'ai dit, des gens qui travaillent en hôtellerie, restauration, dans les métiers de service, qui n'arrivent plus à se louer. Mais aussi, c'est de la concurrence déloyale. N'oublions pas que les hôteliers payent des impôts, emploient du personnel, payent des charges. Ils sont soumis à des normes. Aussi. Et sont soumis à des normes. Airbnb, on ne sait pas où sont payés les impôts de cette société multinationale. Je ne pense pas que ce soit payé en France. Alors Franck Delvaux, vous parlez de concurrence déloyale, mais c'est vrai que quand on regarde les taux d'occupation des hôtels, ils n'ont pas forcément baissé, je parle sous votre contrôle, mais depuis l'avènement d'Airbnb. Les taux d'occupation des hôtels, aujourd'hui, se portent bien. Je ne vais pas dire le contraire. C'est la phase post-JO. On a eu vraiment une image. Notre-Dame, 12 millions de visiteurs, ils se portent bien. Enfin, on n'est pas non plus à 100%. Donc on pourrait mieux se porter. Par contre, aujourd'hui, ce qui se porte mal, c'est la restauration traditionnelle. À Paris, parce que quand vous avez dans les Airbnb, vous avez une cuisine. Donc beaucoup de gens, finalement, après avoir visité, ils se cuisinent quelque chose. Et ils vont plus dans les établissements, ils vont plus dans les restaurants. Et puis c'est vraiment de la concurrence déloyale. Un hôtel aujourd'hui a des normes. Vous savez, quand il y a eu le problème des punaises, d'ailleurs j'étais venu sur votre plateau parler des punaises de lit. Chez nous, c'est contrôlé, les gens sont formés. Dans un Airbnb, vous croyez qu'il y a un contrôle là-dessus? Il y a zéro contrôle. Quand on parle de quelqu'un qui détruit tout dans un Airbnb, ça ne peut pas se passer dans un... Mais comment les hôteliers s'adaptent-ils? Parce que c'est vrai que c'est un constat très froid là que vous êtes en train de poser, mais est-ce que les hôteliers... Parce que les hôteliers se trouvent aussi sur Airbnb.
Le fait est que lorsque vous faites des recherches aujourd'hui sur Airbnb, vous voyez des hôtels qui sont sur cette plateforme et qui sont aussi apparaissables sur le moteur de recherche. Il peut peut-être, oui, y en avoir quelques-uns. Mais enfin, la majorité, vous avez quand même trouvé une large majorité d'hôteliers qui ne sont pas d'accord. Qui ne sont pas forcément dessus. Ils ne sont pas d'accord pour Airbnb. D'ailleurs, on leur fait des procès très régulièrement. Donc aujourd'hui, oui. Non, mais c'est vraiment, il faut bien se dire les choses. On fait une course et on n'est pas sur la même ligne de départ. Et c'est ça qui ne va pas. Donc aujourd'hui, on a, grâce à la commission d'ubérisation de la ville de Paris, dont je faisais partie, on est passé de 120 jours à 90 jours. C'est peut-être encore trop, 90 jours. Alors, peut-être qu'il ne faut pas aller comme à New York, où New York c'est devenu 0 jour, mais entre les deux, et puis aujourd'hui, certains, c'est leur métier chez Airbnb. Ce sont des multiloueurs. Bah ça, on ne peut pas l'accepter. Yann Brossa, il existe aujourd'hui des règles très strictes aussi contre ces logements Airbnb. On ne peut pas dire que la ville de Paris ne combat pas ce phénomène. Ah non, la ville de Paris s'est emparée de ce phénomène assez tôt. Moi, je suis devenu adjoint à la maire de Paris en charge du logement en 2014. Et c'est à peu près la période où Airbnb s'est développé. Et de fait, Paris a été la ville la plus concernée. Nous avons fixé dès le départ une doctrine assez claire qui est de dire oui à la location occasionnelle, permettre à des propriétaires de mettre un peu de beurre dans les épinards en mettant leur logement en location sur Airbnb. En revanche, refuser la location professionnels, c'est-à-dire des propriétaires qui achètent des logements avec l'objectif de les louer toute l'année sur Airbnb. Parce que là, effectivement, ça pose une difficulté réelle, c'est que ça restreint le nombre de logements disponibles pour loger des Parisiens qui sont là à l'année, qui travaillent, qui produisent des richesses chez nous et qui doivent avoir la possibilité d'y vivre. Nous, notre seule boussole, c'est l'intérêt des Parisiens. Et le premier intérêt des Parisiens, c'est quand même qu'ils aient la possibilité de continuer à vivre dans leur ville. Et c'est là qu'on a besoin d'établir des règles et c'est effectivement ce que nous avons fait. Alors c'était compliqué parce qu'il a fallu obtenir du législateur qu'il change le cadre légal, mais de mon point de vue aujourd'hui, on a les règles qui nous permettent d'éviter une invasion d'Airbnb dans un certain nombre de quartiers en particulier. Et aujourd'hui, si on se concentre exclusivement sur la ville de Paris, les logements qui sont proposés sur Airbnb, ce sont quoi? Des résidences principales, des résidences secondaires? Vous avez, heureusement, en majorité des résidences principales, c'est-à-dire des propriétaires qui vivent effectivement dans ce logement et qui le mettent en location quand ils partent en vacances. Ils ont la possibilité de le faire jusqu'à 90 jours par an, ce qui est d'ailleurs déjà assez conséquent. Oui, vous avez réduit le nombre de jours, c'était 120. Oui, on a réduit le nombre de jours. Oui, c'est vrai. Les vacances, c'est quand même beaucoup. En revanche, ce que nous n'acceptons pas, c'est effectivement ce que vous appelez les résidences secondaires louées à l'année sur Airbnb. Ça, c'est inacceptable. Parce que très concrètement, ce sont des logements en moins pour louer des Parisiens. Et là, vous avez effectivement la ville de Paris qui met en place des contrôles avec des équipes d'inspecteurs et tout ça donne lieu régulièrement à des amendes. Honnêtement, aujourd'hui, sur les règles, on est au taquet de ce qu'on est en capacité de faire. Et on a tous les moyens d'éviter que des propriétaires ne fraudent et ne respectent pas les règles. En revanche, on a évidemment besoin d'avoir plus d'inspecteurs, plus de moyens pour faire en sorte que les règles qu'on a votées soient effectives et soient respectées. Jérôme Fourquet, quel regard vous portez justement sur ces municipalités qui tentent de contrôler l'essor d'Airbnb? On voit bien que la situation va être très disparate selon les lieux. Oui. En France, Paris, certaines zones très touristiques, je pense à la Côte d'Azur, à nos littoraux, sont confrontés à la même problématique. Alors, dans certains endroits, c'est un peu différent de Paris. Ici, ça fait très longtemps que le marché immobilier est tendu, donc dès que vous retirez quelques logements ou plusieurs milliers de logements, ça tend encore davantage les choses. Dans d'autres régions, je pense notamment au littoral atlantique, on incrimine beaucoup Airbnb sur la tension immobilière. Alors, l'arrivée d'Airbnb a pu contribuer là aussi à tendre les choses, mais il faut rappeler que dans ces endroits-là, ce qui n'est pas le cas de Paris, on a 60 à 70% du parc résidentiel qui est constitué de résidences secondaires. Et là, vous avez ce fameux syndrome de volets fermés. Les volets fermés, donc là, Airbnb, en gros, remet dans le circuit. Voilà. Donc la situation va être très différente selon le territoire. Et donc je pense que c'est une très bonne politique que le législateur a adoptée, c'est-à-dire de définir un cadre et de repasser ensuite la main à l'élu local, charge à lui d'adapter à sa réalité propre les contraintes ou les barrières qu'il souhaite mettre, 90 jours, 120 jours, voire moins, parce que dans certaines communes, on est très content, notamment dans des zones rurales, qu'il y ait de l'Airbnb là où il n'y a pas d'hôtel, pour contribuer à une animation et à une activité économique et touristique locale. Pour vous, Franck Delvaux, 90 jours, c'est beaucoup, c'est acceptable? Je pense que sur les grandes agglomérations comme Paris, c'est encore trop.
Parce que, je le redis, on part pas avec les mêmes normes. Oui. Par exemple, en hôtellerie, vous avez des règles très strictes sur la sécurité. Il n'y en a aucune dans les Airbnb. Aucune. Ça, vous devez avoir dans les hôtels, pouvoir accueillir des handicapés, mais ce qui est tout à fait normal. Est-ce que ça existe sur Airbnb? Non. Les règles de sécurité qui sont strictes en normes d'étoiles, etc., dans l'hôtellerie, ça n'existe pas chez Airbnb. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Je pense, moi, et même si d'arriver à 90 jours, c'est déjà bien, c'est encore trop. Il y a encore trop de multi-loueurs. Il y a trop de gens qui en font leur business. On est complètement éloigné de la genèse de Airbnb. Donc oui, il y en a encore trop, parce qu'on est loin d'être saturé en hôtellerie. Si on était à 100% de taux d'occupation en hôtellerie, mais ce n'est pas le cas. Et encore, je dis, les hôteliers sont des gens qui embauchent du personnel, qui font travailler des sociétés et qui payent leurs impôts en France et qui payent des charges sociales en France. Ce n'est pas le cas d'Airbnb. Mais c'est vrai que c'est en 2025 que le Conseil de Paris a adopté à l'unanimité cette règle qui vise à abaisser le plafond de nuitées de 120 à 90 nuitées par an. Est-ce que ça, vous avez eu un recul suffisant pour savoir si c'était suffisant pour enrayer la pression sur le logement ? Recul, je ne sais pas. En tout cas, c'est la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cadre législatif ne nous permet pas d'aller en dessous de 90 jours. Même si la mairie de Paris avait l'intention de passer à 60, moi j'étais plutôt à l'idée de passer à 60, parce que déjà 2 mois de vacances par an, c'est beaucoup. Aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de le faire. Mais il y a plusieurs sujets avec Airbnb. Il y a un premier sujet qui est, et M. Delvaux l'a dit très justement, la question de la concurrence avec le logement. Il y a la concurrence avec l'hôtellerie, mais il y a la concurrence avec le logement. C'est-à-dire que, de fait, quand on laisse Airbnb se développer sans contrôle, ça pose un problème qui est une diminution de l'offre de logements disponible pour les habitants. Il y a un deuxième sujet, qui est la question des nuisances dans les copropriétés. Le premier sujet pour lequel, comme élu, on est interpellé par des habitants sur la présence d'Airbnb dans l'immeuble, c'est les nuisances de voisinage. Et de ce point de vue, la diminution du nombre de nuitées, de fait, permet de diminuer les nuisances, puisque, de fait, s'il y a moins de nuits de location, il y a moins de nuisances. Et c'est notamment ce qui nous a poussé à passer à 90 jours. Et peut-être qu'il faudra aller plus loin, mais il faudra pour ça un changement législatif. Et est-ce que c'est facile à faire appliquer, ce type de règles? Parce qu'est-ce que vous avez des agents municipaux, par exemple, qui sont dédiés à la surveillance de ces logements Airbnb? Moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien de pire que des règles qu'on n'est pas en capacité de faire appliquer. Donc, on a mis en place à Paris une équipe qui est composée de quelques dizaines d'agents. Il va falloir qu'il y en ait davantage dans les années qui viennent, qui sont chargés d'effectuer des contrôles. Lorsqu'ils font un constat d'infraction, ils donnent l'ensemble des documents au tribunal et ensuite il revient au tribunal de les condamner. Et de fait, nous avons maintenant des décisions qui sont favorables du côté des tribunaux, favorables dans le sens où les propriétaires finissent, lorsqu'ils fraudent, par être rattrapés par la patrouille. Ça change quand même considérablement par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelques années. Moi, je me souviens que quand je suis devenu adjoint, on avait des juges qui condamnaient à 500 €. Quand vous êtes un propriétaire, que vous avez fraudé et que vous êtes condamné à 500 €, on ne peut pas dire que ce soit particulièrement dissuasif. Aujourd'hui, on a des condamnations à 20 000, 30 000 € qui, elles, sont beaucoup plus dissuasives et évitent la récidive parce que le propriétaire n'a pas intérêt à recommencer. Pour que les téléspectateurs comprennent bien, parce que vous disiez tout à l'heure que effectivement la mise sur le marché d'Airbnb de résidence secondaire était inacceptable, elle est possible quand même aujourd'hui, il faut le préciser. Mais elle est soumise à une autorisation et là c'est un véritable parcours d'obstacles. Oui, c'est pas fait pour être simple. Ça oui. Si vous êtes déjà quand c'est fait pour être simple, c'est compliqué. Alors quand c'est compliqué pour être compliqué. Quand vous êtes propriétaire et que vous voulez transformer votre logement en Airbnb, il faut faire une transformation inverse, c'est-à-dire nous faire gagner du logement dans le même quartier sur une surface double. Effectivement, c'est très compliqué, mais l'objectif n'est pas, je l'assume parfaitement, l'objectif n'est pas que des logements soient transformés toute l'année en hôtels clandestins. Nous, on manque de logements à Paris pour loger les habitants, pour loger les salariés qui bossent dans notre ville. Notre objectif, c'est pas que ça devienne des surfaces commerciales livrées aux touristes. Mais alors, est-ce que, pour rebondir sur les propos de Jérôme Fourquet qui parlait de ce syndrome aussi des volets fermés que l'on observe à Biarritz, est-ce qu'on ne risque pas d'observer la même chose à Paris? Parce qu'il n'est pas interdit d'acheter une résidence secondaire à Paris. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de retrouver des logements vides toute l'année? On n'est pas dans les mêmes proportions. Il y a un certain nombre de quartiers où la question pourrait se poser. Je pense en particulier à l'île Saint-Louis, mais enfin, ça reste quand même très, très concentré. En revanche, c'est vrai que quand on regarde les 10-15 dernières années, nous avons une augmentation du nombre de résidences secondaires à Paris. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis battu pour mettre en place une taxe sur les résidences secondaires. Vous payez plus d'impôts quand vous gardez votre logement en résidence secondaire à Paris que quand vous l'avez en résidence principale. Et d'ailleurs, nous aurons un débat budgétaire dans les semaines qui viennent. C'est le cas à l'Assemblée nationale, ce sera le cas au Sénat. Mon souhait, c'est que nous puissions
donner aux communes la possibilité d'avoir des taxes plus élevées sur les résidences secondaires. On a besoin de plus de résidences principales à Paris. On a besoin d'avoir des logements qui servent d'abord à loger des Parisiens et je ne souhaite pas une pied-à-terrisation de Paris. Paris, ça doit d'abord être une ville qui loge ses habitants. Est-ce que vous avez le sentiment, Jérôme Fourquet, que la France et le législateur en général a été suffisamment réactif pour contrôler ce phénomène Airbnb ? Alors, le législateur a en beaucoup de matières souvent un temps de retard et a fortiori dans l'essor de ce monde numérique. Les propos que vous teniez me rappellent les propos des artisans taxis face à la ruée de Uber. Et donc au début, on constate, le législateur regarde ce qui se passe et la réalité, la technologie permet d'aller très vite, mais nous, ce qui nous intéresse en tant que sondeur, c'est aussi de voir comment la population s'approprie ces offres, ces technologies et s'accoutume très rapidement à commander un Uber, à louer un Airbnb, et tout ça a pris des proportions assez spectaculaires. Encore une fois, je renvoie à la note, on a mis côte à côte 3 cartes de France entre 2013, 2019 et 2024 qui montrent l'intensification de la présence d'Airbnb en France. C'est spectaculaire quand vous regardez les 3 cartes, et ça s'est fait en quelques années seulement. Et bien malin qui aurait pu dire que le phénomène irait aussi vite, et donc il a fallu que le législateur prenne conscience de tout ça. C'est le travail aussi du législateur qu'il entende toutes les parties, qu'on voit, parce que encore une fois, je salue le fait que ce soit pour une fois une loi qui prenne en compte la diversité de nos territoires, et sans doute qu'il y aura des examens de copie à revoir dans les années qui viennent en disant est-ce que là on est allé trop loin, pas assez loin, est-ce qu'il faut faire autrement, parce que cette matière vivante va encore bouger, va s'adapter, et on aura sans doute demain d'autres défis. Alors, on a beaucoup parlé de Paris, mais de la même manière que Airbnb a obligation de faire que les gens qui louent des logements sur Airbnb soient munis d'un numéro d'identification. Donc il y a une traçabilité. Airbnb, comme d'autres organismes, collecte aujourd'hui la taxe de séjour. 31 millions d'euros, je crois, pour Paris en 2024, me semble-t-il. Et l'année dernière, ils ont reversé à 26 000 communes de la taxe de séjour. Contraint et forcé. Alors, contraint et forcé. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, ça représentait 218 millions. Donc, pour certaines communes qui ne sont pas dans des situations de tension immobilière, mais qui, au contraire, elles, aimeraient avoir davantage de flux passants, Airbnb est une opportunité pour récupérer de la taxe de résidence et faire vivre aussi dans certains bourgs des commerces locaux via le flux de touristes qui circulent dans ce type de logement. Oui, on pourrait croire qu'une municipalité se frotte les mains aussi. Quand on entend 31 millions d'euros de taxes de séjour, on peut imaginer que la ville de Paris ne crache pas dessus. Je ne crache pas dessus, mais en l'occurrence, c'est une obligation légale. Par ailleurs, Jérôme Fourquet l'a très justement dit, ce n'est pas Airbnb qui paye, c'est Airbnb qui collecte. Qui collecte, bien sûr. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vous qui récupérez aussi, non? Oui, heureusement. Et pour le reste, non, mais je voulais insister sur un point. Qu'est-ce qui a fait que le législateur a bougé? Moi, j'étais très frappé par ça. En plus, j'ai fait les deux. J'ai été d'abord élu local et puis ensuite parlementaire. Longtemps, quand Paris s'exprimait sur le sujet, nous parlions dans le désert. Et quand nous disions il faut que le législateur nous permette de réguler ce phénomène, personne ne s'y intéressait. Les choses ont changé. Quand des municipalités hors Paris, de couleurs politiques différentes, ont commencé à être concernées par ce phénomène, à ce moment-là, le rapport de force a évolué et nous avons eu la possibilité de nous doter d'un certain nombre d'outils de régulation de par la loi. Mais c'est ça qui a fondamentalement changé les choses. Tant que Paris était la seule ville à être confrontée à ce phénomène, on avait quand même beaucoup de mal à expliquer aux parlementaires qu'il fallait bouger la donne. Alors la loi s'appelle Le Meur. Oui, absolument. Comme on l'indique, ça sonne assez breton. Oui, absolument. Donc, il y a d'autres régions que la capitale qui sont aujourd'hui concernées par le phénomène Airbnb. Franck Delvaux. Il faut quand même se dire que Paris est la première ou deuxième ville au monde le plus impactée par Airbnb. Par rapport au nombre d'habitants, c'est quand même une chose. Deuxièmement, quand vous avez plus de 50% de la population qui travaille dans les métiers de service, qui ne peuvent pas se loger à Paris, qui vont se loger ailleurs, même pas dans la première, voire la deuxième, voire la troisième couronne. C'est autant dans Paris d'écoles qu'on ferme, de crèches qu'on ferme, et de commerces aussi de proximité qui ne fonctionnent pas. Il faut bien avoir ça en tête aujourd'hui. Et c'est vraiment très regrettable que dans une ville comme Paris, on ne soit pas capable de loger les gens qui reçoivent les touristes
et qui travaillent dans les métiers de service. Jérôme Fourquet. Et alors, autre différence, encore une fois, entre Paris et la province, si vous me permettez. Oui. Non seulement il y a l'intensité du phénomène Airbnb, mais il y a aussi la provenance de ces utilisateurs d'Airbnb. En France, en moyenne, 2/3 des utilisateurs d'Airbnb sont français. Oui. À Paris, 70%, ce sont des étrangers. Donc là aussi, on voit qu'on est sur des réalités, des modèles qui sont très différents d'un territoire à un autre. Mais vous, Franck Delvaux, en tant que représentant des métiers de l'hôtellerie, que réclamez-vous de plus? Parce qu'on vient de voir effectivement sur ce plateau qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont été votées, qui ont été adoptées, qui sont d'ailleurs parfois très sévères. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour protéger les hôtels? On a beaucoup travaillé avec Anaïg Lemeur, qui a fait ça, une loi qu'on salue, pour arriver de 120 jours à 90 jours. Moi, je serais plus pour 60 jours. Donc peut-être pour faire évoluer la loi. Donc abaisser le plafond encore davantage. Abaisser encore le plafond. Pas aller comme New York, c'est 0 jours. Donc on ne va pas aller jusque-là. Mais ça existe. Ça existe, on peut encore l'abaisser. Et puis deuxièmement, c'est qu'Airbnb aime les mêmes règles de sécurité qu'un hôtelier. Et les mêmes règles et les mêmes obligations de sécurité qu'un hôtel. C'est le volet concurrence déloyale que vous dénoncez, effectivement. Bien entendu. Évidemment que c'est de la concurrence déloyale. Quand on sait qu'une grande partie des loueurs, c'est devenu leur métier. Apparemment, c'est devenu leur métier, ils doivent avoir les mêmes règles que les hôteliers. Et est-ce que Airbnb... les mêmes devoirs. Alors là, c'est vrai que vous parlez effectivement pour la ville de Paris, et on comprend bien cet aspect de concurrence déloyale, mais est-ce que vous êtes aussi d'accord pour reconnaître qu'Airbnb permet aussi d'attirer des touristes vers des communes vers lesquelles nous ne serions jamais allés s'il n'y avait pas eu d'offre Airbnb? Puisqu'on parlait tout à l'heure de ce 16% des communes qui ont un hôtel. Lorsqu'il n'y a pas d'hôtel dans un village, par exemple, et qu'il y a une possibilité de logement Airbnb, eh bien on va redynamiser quelque part l'économie locale aussi. Alors écoutez, je n'ai pas les chiffres avec moi, il y a quand même dans le pays beaucoup aussi de gîtes, de chambres d'hôtes, qui savent très bien accueillir dans les campagnes et dans les villes les touristes. Jérôme Fourquet, c'est vrai, Airbnb, vous en parliez tout à l'heure, ça permet aussi, parfois même, vous donnez des chiffres très intéressants dans cette note, les communes de 1000 à 3000 habitants qui n'enregistrent aucune réservation Airbnb recensent en moyenne 3,5 commerces et services de base contre 7 où les nuitées dépassent le seuil de 10 000 par an. C'est bien la preuve. Alors attention, là on a pris Airbnb comme le thermomètre de l'activité touristique. Parce qu'en général, quand il y a 10 000 nuitées dans une commune, sur Airbnb, il y a en général aussi souvent un hôtel ou des chambres d'hôtes et autres. C'est qu'on est dans une zone touristique. Ce qu'on voulait montrer par là, c'est en quoi le tourisme, aujourd'hui, est une ressource économique fondamentale dans notre pays. Le tourisme, c'est 10% de notre PIB. C'est le poids de l'industrie. D'ailleurs, on parle souvent d'industrie touristique, peut-être pour nous faire oublier qu'on n'a plus vraiment d'industrie. Et malgré ça, on n'a pas de ministre dédié. Soyez patients. Attendez, ça bouge vite, vous savez. Ça bouge vite, voilà, la météo change vite. Donc on voit ce... Voilà. Et alors peut-être aussi, alors vous parliez des loueurs professionnels, qui sont sans doute une réalité, dans certains cas, ici à Paris, mais... Le revenu médian dégagé par un loueur Airbnb, médian, ça veut dire que 50% gagnent moins, 50% gagnent plus, c'est 3 800 € par an. Vous voyez, donc ça fait en province un 13e ou un 14e mois pour des gens qui vont louer une dépendance, une grange qu'ils ont aménagée ou autre. Et donc là, on est sur, encore une fois, des réalités qui sont différentes de celles de Paris, où avant l'encadrement, on avait, comme dans d'autres grandes capitales européennes, des immeubles entiers qui étaient devenus des usines à Airbnb, où là, les revenus qui étaient générés étaient sans commune mesure. Absolument. Est-ce que le phénomène que nous constatons ici à Paris, par exemple, ou en France en général avec Airbnb, on peut en faire un parallèle aussi avec ce qui se passe à l'étranger? Est-ce que Airbnb, c'est vraiment le succès français, ou bien on peut retrouver ça aussi à l'étranger? On l'a dit tout à l'heure, ça va de pair avec le tourisme. Oui, c'est ça. On voit, nous, dans l'enquête, que manifestement, une partie mais elle est assez minoritaire, des utilisateurs de Airbnb l'utilisent lors de déplacements professionnels, de rencontres familiales. Mais l'essentiel, c'est quand même le tourisme. Et donc, partout il y a du tourisme, partout Airbnb a fait son lit ou son nid. On a parlé beaucoup de New York, mais plus près de chez nous, regardez ce qui se passe à Barcelone, par exemple, où il y a ou dans d'autres, Venise, Dubrovnik ou autres, ou dans d'autres endroits assez délimités, où la problématique du surtourisme est en train de monter en flèche, et à chaque fois, Airbnb est convoqué à la barre des accusés, mais le problème est plus global, même si Airbnb joue. On est sur des flux touristiques qui se sont considérablement développés. Les tour opérateurs, les compagnies low cost ont permis et c'est très bien, une part de plus en plus importante de la population mondiale de circuler. Et les goûts touristiques étant à peu près les mêmes, tout le monde se concentre
dans les mêmes endroits, ce qui pose aux élus locaux des villes, des heureuses villes touristiques que tout le monde veut visiter. Donc c'est à la fois un honneur et une chance, mais c'est aussi aujourd'hui un formidable défi. On l'a vu notamment au moment des JO ici en France. Et est-ce que vous constatez aussi que l'implantation de ces logements Airbnb dans une ville, en l'occurrence à Paris, a changé aussi l'ambiance des quartiers? Tout à l'heure, Franck Delvaux parlait d'écoles qui fermaient en raison de ces logements. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des commerces qui ont été obligés de fermer parce que ces locations attiraient des étrangers, effectivement, qui étaient là pour peut-être 2-3 nuits et qui, par conséquent, n'allaient pas forcément consommer dans les commerces qui se trouvaient juste à côté? Oui, bien sûr, c'est l'un des sujets, l'un des défis principaux posés par le développement d'Airbnb. Vous savez, à Paris, on n'a jamais eu autant de logements. Et de fait, on perd des habitants. Donc c'est aussi parce que les gens se concentrent moins dans leur logement, et tant mieux, ils vivent plus confortablement. Mais c'est aussi parce que certains logements, de fait, ne servent plus d'habitation, ou en tout cas plus d'habitation à l'année. Et qu'un certain nombre d'entre eux, en particulier, ont été transformés en hôtels clandestins. Donc oui, bien sûr, il y a ce sujet. Je voudrais ajouter un élément qui, pour le coup, a changé positivement grâce à la bataille de parlementaires, c'est la fiscalité. On avait une fiscalité qui était complètement dingue jusqu'à il y a encore un an, qui faisait qu'on payait plus d'impôts quand on louait son logement à l'année à un salarié que quand on louait son logement sur Airbnb. C'était complètement débile. On a remis les choses d'équerre, on a supprimé la niche fiscale qui profitait aux propriétaires Airbnb. De mon point de vue, il faudrait peut-être aller plus loin et pour le coup avoir une fiscalité qui soit exactement l'inverse, c'est-à-dire qui incite à la location à l'année. Monsieur Delvaux le disait, on a besoin de loger nos salariés et si on veut loger nos salariés, il faut que les propriétaires aient aussi intérêt à le faire. Eh bien, merci à vous trois, messieurs, d'avoir été autour de cette table. Jérôme Fourquet, je précise aussi qu'on peut vous lire cette semaine dans les colonnes du Figaro Magazine, paraît-il, dans un débat avec Éric Zemmour sur un sujet qui déchaîne tout autant les passions, d'ailleurs. La France est-elle encore chrétienne? Rien à voir, mais tout aussi passionnant. Merci à tous les trois d'avoir été dans cette première partie d'émission. On poursuit avec ce classique revisité que l'on peut aller admirer sur scène à Paris. Ce classique, nous l'avons tous eu entre les mains au moins une fois dans notre vie. Cette œuvre dramatique et philosophique signée Albert Camus qui raconte un attentat fomenté par un groupe de révolutionnaires socialistes contre l'oncle du tsar. Nous sommes à Moscou en 1905 et cette histoire inspirée de faits réels est racontée actuellement sur les planches à Paris avec une justesse qui, il faut bien le dire, force l'admiration. Bonjour Maxime Daboville. Bonjour. Bonjour Marie Vauquier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Donc les justes, je rappelle, c'est le titre de la pièce que l'on peut aller applaudir au théâtre de Poche Montparnasse. Maxime, vous en êtes le metteur en scène. Marie, vous y interprétez Dora, c'est une anarchiste donc, qui fait partie de ce groupe de terroristes dont on va parler dans un court instant, qui veut commettre cet attentat donc, contre le Grand-Duc. Mais tout d'abord, je voulais vous poser cette question, Maxime, comment avez-vous adapté cette œuvre sur les planches ? Nous l'avons adapté de concert avec les comédiens, les 4 comédiens. Oui, simplement, on l'a réduite, quoi. Oui, c'est ça. Plus qu'adaptée. C'est-à-dire que c'est 1h10 à peu près. Là, ça fait 1h15 et en principe, ça fait 1h40. Donc, on a coupé pas loin d'un tiers. À la lecture, on s'est rendu compte que c'était sans doute nécessaire de couper. Pour quelle raison avez-vous décidé de couper, justement? Vous auriez pu prendre l'œuvre in extenso. Oui, on aurait pu prendre l'œuvre intégrale, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, disons que avec l'œil du spectateur d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu long et un peu didactique. En fait, c'est-à-dire que Camus, avant d'être un dramaturge, c'est quand même un philosophe, un romancier. Et voilà, c'est un homme de pensée, un homme de réflexion. Et cette dimension un peu didactique, on la retrouve dans son théâtre. Et Les Justes, c'est une pièce absolument passionnante, avec un argument très fort. Mais peut-être que parfois, ça, par rapport à nos critères d'aujourd'hui, ça s'étale un peu. Et c'est peut-être un petit peu explicatif. Et c'était bien de resserrer un peu pour être dans quelque chose de plus centré sur l'action, de peut-être plus dynamique. Mais c'est un travail d'orfèvre, j'imagine, de devoir choisir, de devoir sélectionner. En fait, on a vraiment fait un travail de ping-pong avec les acteurs. Les acteurs, je crois, se retrouvaient entre eux au début. Et ils pensaient entre eux. Et puis moi, après, de mon côté, je pensais aussi, on se regroupait, etc. Voilà. Mais je crois que en fait, le public nous sait gré d'avoir fait cette adaptation, entre guillemets,
voilà, je pense que c'était nécessaire. Mais Maxime, je précise quand même que c'est votre première mise en scène. Hein. Tout à fait. Je parle de votre contrôle. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de vous attaquer à ce morceau qui est quand même C'est eux. C'est les acteurs. Parce qu'ils vous ont mis le couteau sous la gorge. Mais ils m'ont mis le couteau. C'est un Ils m'ont pris scandale. en otage. Vous avez le droit d'aller porter plainte. Ouais, mais il y a un commissariat pas loin de nos locaux d'ailleurs. Non, mais oui, c'est quatre comédiens qui ont formé une compagnie voilà, je les connais bien. Ouais. C'était vos élèves, je crois, non? C'est ça? Oui, Ouais. jadis, Ouais. j'ai donné des cours il y a pas mal de temps. Enfin, Vous êtes encore jeune. pendant très peu de temps d'ailleurs, j'ai donné des cours, mais il se trouve que je suis tombé sur eux. Ouais. Et on s'est très bien entendu. Et puis je les suis depuis, parce qu'ils ont monté une compagnie qui s'appelle Les Fautes de Frappe. Ils ont fait des choses magnifiques. Et puis chacun de leur côté, on fait d'autres pièges. J'ai joué avec Étienne Ménard dans Pauvre Bitos. Enfin voilà, on se suit, on se connaît. Et c'est aussi ça qui m'a motivé, c'est que humainement, c'est vraiment des gens que j'apprécie. Oui. On a vraiment la même manière de voir ce métier, c'est-à-dire avec, j'irais, rigueur et humilité, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée. Et ils m'ont sollicité, donc forcément, ça m'a flatté, ça m'a fait très plaisir. Je ne sentais pas nécessairement la fibre d'un metteur en scène, mais je me suis dit, bah, après tout, si eux pensent que vous êtes capable de le faire, que je suis capable et que ce serait pas mal que je le fasse. Et en relisant la pièce, je me suis dit, ah oui, le sujet m'intéresse beaucoup. Et puis, et de fait, c'est un exercice qui m'a beaucoup plu. Marie, vous avez tout de suite accepté ce défi lorsqu'il s'est présenté à vous? J'ai même été à l'initiative de ce défi. Ah oui, c'est vous alors la grande prêtresse de cette histoire. On est plusieurs, je suis pas la seule. Non, on est plusieurs. On est vraiment un collectif de 4. Ouais, d'accord. Et on a fait appel à Maxime et c'était tout naturel que ça aille vers Maxime d'ailleurs, ce choix. Et vous confirmez, c'est vraiment votre force aussi, c'est votre entente, le fait que vous soyez tous sur la même longueur d'onde et que vous vous connaissez très bien. Oui. Oui, on est très solidaires. Enfin, vraiment, ce projet, on l'a travaillé vraiment dans le sens du collectif. On l'a monté dans le sens du collectif. Maxime nous a fait travailler dans le sens du collectif. Donc vraiment, oui, je pense que ça joue énormément comme le des fait socialistes révolutionnaires. Exactement. Vous êtes vraiment dans l'âme de la pièce. Finalement, justement, c'est vrai qu'elle est assez moderne finalement cette pièce. On va en parler dans un instant. Je rappelle donc que vous interprétez Dora. Donc c'est une anarchiste qui fait partie révolutionnaire, socialiste, qui fait partie de ce groupe qui va faire un attentat contre le Grand-Duc. Comment vous décririez la femme que vous interprétez sur les planches? Je la décrirais, elle est très... C'est un peu l'intello de la bande. Hein. Ah, c'est l'intello de la bande, ça me convient. C'est ça, hein, ça vous va? Ça me va, mais à la fois très sensible, fébrile même, je dirais, parce qu'elle est complètement divisée elle est pleine de doutes, d'espoir, elle vit une tragédie, j'ai l'impression, dans cette histoire, et à la fois... Elle est motivée par ce désir de justice, elle est révolutionnaire et en même temps, elle est éprise d'un amour impossible. Ouais. Mais il ne faut pas en dire plus. Hein. Tiraillée. Ah oui, c'est ça. Mais tiraillée, peut-être, c'est le bon mot. Et quelle place vous occupez dans ce groupe? Parce que c'est un groupe avec deux hommes qui veulent justement aussi faire un attentat, qui ne sont pas forcément eux sur la même longueur d'onde d'ailleurs. Hein. Oui. Vous occupez quelle place justement entre ces deux personnages? Je crois que je vais plus dans le sens de l'humanité, peut-être, si on peut la décrire comme ça. Mais elle a totalement sa place dans le groupe révolutionnaire. C'est pas parce que c'est une femme justement qu'elle est à l'écart. Pas du tout. Elle fait vraiment partie de cette organisation. Absolument. Et elle prépare les bombes. Oui, c'est ça. C'est quand même un élément très important. Absolument. Et pour celles et ceux qui n'ont pas lu l'œuvre justement de Camus, pour quelles raisons ces anarchistes, ces révolutionnaires veulent-ils absolument tuer le cousin du tsar? Oui, alors c'est l'oncle du tsar. Ah, c'est l'oncle, j'ai dit le cousin? Oui, c'est l'oncle. La famille. C'est la famille. Ils s'inscrivent dans un mouvement plus vaste qui a démarré en 1860 à peu près. Voilà, d'une Russie qui est un petit peu à la traîne par rapport à l'Europe, qui commence à s'émanciper. Et je crois qu'il y a une soif d'émancipation du peuple. On est quand même dans un système très archaïque. Et voilà, et ils veulent créer un monde avec une dimension très utopique aussi, avec plus de justice sociale, etc. Et ils veulent vraiment en finir avec le tsarisme. Il y a de ça, beaucoup. Et il y a toute une pensée qui se diffuse dans la jeunesse intellectuelle, souvent d'ailleurs de milieux sociaux favorisés. Là, voilà, celui qui joue Kaliaïev, c'est presque un prince, enfin bref. Et ils s'emparent
Voilà, c'est les ferments du communisme, de l'idée révolutionnaire, de mettre à bas la tyrannie pour créer un monde nouveau, débarrassé des injustices, etc. C'est vraiment ça qui les porte. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a la suite, on sait comment ça s'est passé, comment ça s'est très mal passé, avec le bolchevisme, le stalinisme. Bon. Mais eux, ils sont au début de ça, donc ils sont pleins de leurs illusions, et c'est assez touchant d'ailleurs. Et on voit déjà dans leurs débats qu'ils pressentent. Moi, c'est ce qui m'a intéressé dans la pièce. C'est que ce que je trouve intéressant de la montée aujourd'hui, par rapport à l'époque de Camus, où on n'avait pas encore de recul, c'est que nous, on a le recul. Et on voit que eux se posent déjà les bonnes questions. Bien sûr. Et ils ont chacun leur manière d'y répondre, mais en tout cas, les bonnes questions, ils se les posent déjà. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut vouloir créer un monde meilleur en tuant, en fait. C'est ça. Et certains disent oui, évidemment. C'était la plupart, d'ailleurs. Alors là, dans la pièce, c'est surtout un personnage, mais en fait, quand on regarde l'histoire, la plupart pensaient comme ça. Ils avaient leur catéchisme du révolutionnaire, ils étaient très intransigeants. Façon Robespierre, c'était un peu leur idole. Voilà. Et il y a ceux que Camus appelait les meurtriers délicats, qui sont notamment Dora, mais surtout Kaliaïev. Qui disent, bah non, si on prend une vie, on doit donner sa vie, enfin, qui avait déjà un sens de la mesure. Il y a des phrases qui sont magnifiques, et je pense que ça résonne, oui, aujourd'hui ça résonne beaucoup. En tout cas, on sent que si vous voulez, les gens ne se l'expliquent pas forcément intellectuellement dans le public, mais alors on sent dans l'écoute et l'émotion qu'ils ressentent, mais le trouble qu'ils ressentent par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Parce qu'il y a un vrai écho dans notre société. Il y a un écho qui est très fort, parce qu'on vit quand même dans une époque de grande violence politique. Exactement. De grande violence politique et d'incapacité à l'écoute, au compromis. Et tout le truc de Camus, toute sa philosophie, c'est la philosophie de l'homme révolté, c'est la philosophie de la mesure. Voilà, comment accepter l'autre, comment l'écouter et trouver le meilleur chemin, mais si jamais ça doit passer par sacrifier l'autre, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne peut pas passer par la destruction de l'autre. Ça doit forcément passer par le dialogue. Et donc, moi, en tout cas, personnellement, je souffre de vivre dans une société où le dialogue, mais je dirais la conversation, presque avec cette dimension amicale qu'il doit y avoir dans la conversation, de respect, d'écoute, d'accueil de l'autre. Moi, personnellement, je souffre énormément de la disparition, je la ressens depuis toujours. Et donc, je trouve que c'est d'autant plus pertinent de proposer cette pièce aujourd'hui. Et cette résonance avec l'actualité, vous l'avez ressentie aussi dès les premières répliques ? Dès la première lecture, oui. Oui. Et c'est pour ça qu'on a voulu monter aujourd'hui la pièce, parce qu'on la trouve... incroyable. Les résonances avec l'actualité sont tellement... pour moi, en tout cas, je considère qu'elles sont incroyables. Donc, je me suis dit, il faut absolument que ce texte soit remis sur la scène aujourd'hui. Est-ce que ça a changé aussi votre regard d'une certaine manière sur la violence politique, telle que vous la décriviez il y a un court instant, cette violence dans laquelle on vit actuellement? Est-ce que les méthodes des anarchistes socialistes vont vous inspirer? Bien évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais est-ce que ça vous a en tout cas mis en perspective ce que l'on est en train de vivre en ce moment même? Ça pose énormément de questions. Jusqu'où peut-on aller? À quel prix? Évidemment, ça nous bouleverse. Et c'est vrai que chaque fois qu'on dit ces mots sur cette scène aujourd'hui, il y a plein d'images qui ressortent aujourd'hui avec ce texte. Et vraiment, l'actualité tragiquement nous le montre. Et c'est assez bouleversant, effectivement, de dire ces mots tous les soirs. Aujourd'hui. Alors à la fin de la pièce, je précise quand même que l'un des terroristes, qui est campé d'ailleurs par Oscar Voisin, se trouve en prison, et la veuve du duc, que vous interprétez également, décide de le rencontrer. Ça, c'est un moment très fort dans la pièce, et même à la fin, on est allé vous voir et on vous a senti particulièrement ému aussi sur scène, un petit peu bouleversé. Est-ce qu'il y a des émotions particulières que vous procure cette pièce, que vous avez peut-être du mal à cacher à la fin, même quand officiellement votre travail est terminé? Oui. C'est une pièce, c'est très difficile après de revenir dans un quotidien, parce que oui, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, ces choses qui nous bouleversent. Vraiment, je crois que tous les personnages, tous les interprètes, on est 4 et on joue effectivement plusieurs personnages. Pour la plupart, on a du mal à redescendre après un tel texte, après de tels mots, après de telles résonances avec ce qui se passe aujourd'hui. Forcément, c'est pas évident après de redescendre. Oui, de redescendre. Et d'ailleurs, une petite anecdote qui concerne Marie particulièrement.
Vous savez que Marie charrie une forte dose d'émotion. Et puis, à la fin, notamment à la fin. Et c'est vrai qu'au salut, c'est difficile pour elle de redescendre. Oui, c'est ça. Et je lui dis, j'ai un gros travail avec Marie, ça a été de dire, il faut que tu souris au salut. Oui, parce que elle est tellement bouleversée. Ça pourrait être mal interprété, n'est-ce pas? Elle est tellement bouleversée qu'au salut, elle est encore... Dans le rôle. Il faut qu'elle sorte de ça. Les gens ont besoin de voir qu'on les remercie d'avoir été là. Mais c'est fort, ça raconte quand même à quel point ils sont tous, ils sont dedans, ils sont vraiment dedans. Et moi, c'est aussi ce travail que j'ai fait avec eux. J'aurais dit, il ne faut pas jouer ça comme n'importe quelle pièce. Non. Il faut vraiment... Sinon, c'est pas la peine. Sinon, on fait autre chose. Mais justement, vous êtes comédien aussi. Dernière question rapidement, parce qu'on arrive déjà au terme. Mais vous êtes comédien, vous n'êtes pas frustré de ne pas être sur les planches aussi? Un bonheur. Vrai. Pas ça. Je suis comédien, c'est ma passion, c'est ma vie. Ça y est, vous voulez déjà vous la couler. Non, il n'y a pas de ça y est. Mais là, en l'occurrence, je trouve que... D'abord, j'ai beaucoup... Je dis pas que je suis devenu metteur en scène, que je referai des mises en scène. Rien, non. Bon, vous le souhaitez, si vous avez bien. Oui, c'est pas mon objectif. On verra, on ne sait jamais. Mais en tout cas... en l'occurrence, ça a été un grand bonheur. Et c'est un grand bonheur de ne pas être sur scène. Mais d'être avec eux. Quand je vais les voir très souvent, quand je suis dans la salle, vous ne pouvez pas savoir, je suis totalement avec eux. Mais il y a ce truc où je suis derrière et c'est très agréable. Et c'est vous qui tenez la baguette du chef d'orchestre. Merci beaucoup Maxime Daboville, merci Marie Vauquier. Donc je rappelle le titre de votre pièce, Les Justes, que l'on peut aller applaudir au Théâtre de Poche-Montparnasse. Merci d'avoir été sur ce plateau. Et on termine cette émission avec la dernière rubrique, par ici les sorties. Allez, c'est le moment que vous attendez tous, ce moment grâce auquel vous allez enfin savoir ce que vous allez faire ce week-end. Bonjour Françoise. Bonjour Damien. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes rédactrice en chef culture au Figaro. Cette semaine, vous avez choisi de nous parler de 2 expositions de photos. La première est consacrée à Gabriel Hébert au musée d'Orsay. La seconde met en scène Denise Bellon, c'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Alors pourquoi ces 2 expositions en particulier? Alors, il ne vous a pas échappé que ces noms n'étaient pas très connus. Ah, je ne voulais pas vous le dire, mais je ne les connaissais pas. Voilà, j'avais peur de pécher par inculture, vous voyez. Donc, toutes les deux, ont, à leur époque, Gabriel Hébert à la fin du 19e siècle et Denise Bellon plutôt entre les années 1930 et 1970, ont photographié, elles ont exercé la photographie, immortalisé leurs proches. Alors, Gabriel Hébert, c'était son mari, et Denise Bellon a fait pas mal de photos de ses filles. Et leur œuvre, aujourd'hui, est assez peu connue. Je pense que si elles avaient été des hommes, elles auraient été un peu mieux valorisées. Ah, vous pensez, on peut donc parler de véritable mise en lumière, là, dans ce cas précis? Oui, complètement. Alors, je vais quand même vous dire un petit peu, quelques mots sur chacune d'elles, parce que comme ça vous permettra de les situer, et les personnes qui nous regardent aussi. Donc, Gabriel Hébert, elle porte le nom de son mari, qui était au 19e siècle un peintre très connu, Ernest Hébert, qui a un peu disparu. Alors, imaginez, il a quand même 2 musées en France. Il y en a un musée départemental à La Tronche en Isère, et il y en a un à Paris, le musée national. Donc c'est un musée national Ernest Hébert, qui est aujourd'hui fermé parce que le bâtiment a des problèmes d'ordre structurel, mais la collection est au musée d'Orsay quand même. Et à la fin des années 1880, cette jeune Gabrielle Hébert accompagne Ernest, qui est le directeur de la Villa Médicis. Donc elle est à Rome et pendant 2 mandats, elle va photographier, pendant les 2 mandats de son mari, elle va photographier la Villa Médicis, elle va le photographier lui, elle va tomber amoureuse de la ville, de la villa, et elle laissera énormément de photographies. Et c'est une plongée à l'époque, et elle photographie beaucoup son mari qu'elle idolâtre. Alors Denise Bellon arrive quant à elle un peu plus tard. J'ai noté qu'elle était née en 1902. Au moment même d'ailleurs où Gabriel cesse de photographier, ce sont donc 2 époques très distinctes. Très distinctes. Alors, elles auraient pu se croiser, parce qu'elles ont vécu aussi, elles ont quand même vécu en parallèle, puisque Gabriel Hébert a quand même survécu longtemps à son mari. Mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que Denise Bellon, elle, découvre la photographie dans les années 30. Elle a quitté son mari, et la photographie devient pour elle un moyen de subsister. Il faut qu'elle trouve du boulot, en gros, et donc elle photographie, alors que chez Gabriel Hébert, c'est plus un passe-temps, en fait. À l'époque, c'est plus une pratique amateur. Et en fait, Denise Bellon rejoint une agence, l'Alliance Photo,
qui à l'époque est assez originale parce que les photographes restent indépendants. Et cette agence photographie beaucoup la France, les progrès de la France, les arts ménagers, les loisirs, les usines, les industries. Et Denise Bellon, qui s'inscrit un peu dans ce vent de liberté, va beaucoup photographier ça à ses débuts, photographiant aussi ses filles qui sont Yannick et Lolé. Et Yannick deviendra une grande cinéaste. Et qu'est-ce qui les rend remarquables aujourd'hui dans l'histoire de la photo ? Alors, on peut dire que ce sont des pionnières, chacune dans leur genre. Donc, et Gabrielle, c'est plutôt une pionnière du médium, hein, puisque c'était au début de la photographie. Donc, au moment où il y avait des grosses chambres photographiques, je vous en ai déjà parlé, hein, parce que je parle souvent de photos. Donc, il y avait un matériel très compliqué, il y avait des opérateurs. Donc, elle est plutôt au début de la photo. Tandis que Denise sera plus une pionnière du photojournalisme quand même, parce qu'après, elle va voyager. Donc voilà, elles s'inscrivent toutes les deux. Elles ont un œil, toutes les deux. Elles savent cadrer tout de suite. Elles ont cet œil que tout le monde n'a pas. Elles ont aussi une sensibilité artistique qui est celle de leur époque. Donc voilà, c'est pour ça on peut les rapprocher. Alors chez Gabrielle, on est plutôt les expositions montrent bien justement ces époques. Alors au musée d'Orsay, c'est un voyage à la Villa Médicis, donc c'est quand même assez formidable. Elle n'a pas beaucoup changé cette villa. Hein. J'y suis allée récemment et c'est vrai qu'elle est toujours dans son jus. Et Gabrielle photographie la vie à la Villa Médicis. Alors elle photographie les gens qui y habitent, les modèles qui viennent poser pour les pensionnaires et pour son mari. Elle photographie, on le voit, les sculptures. Donc c'est très très beau, les jardins. Elle est dans une pratique un peu une pratique intime et privée qui était celle de la photo à la fin du 19e. Hein. Souvent les photographes faisaient ça. Et elle dit pas d'ailleurs, elle écrit dans son journal, elle dit « je photo », donc elle emploie même ce terme. Donc on est dans quelque chose de vraiment très, très, très intime. Son mari va devenir son modèle, on le voit à Orsay aussi, parce qu'il y a des objets, des palettes, il y a quelques peintures. Et même à la toute fin de l'exposition, il y a un grand portrait de son mari sur son lit de mort. Il est mort en 1908, après elle a cessé de photographier. Et son mari qui est entouré de ses médailles, de ses objets. Donc c'est vraiment un monument à la gloire de son mari qu'elle fait. C'était sa dernière photo, oui. Alors changement de style pour Denise Bellon au musée d'art et d'histoire du judaïsme qui met en valeur une photographe sous le titre « Un regard vagabond ». Oui, alors parce que là on voyage. On n'est pas seulement à la Villa Médicis. Denise Bellon est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux gens, qui est très humaniste. Elle est dans ce courant quand même du milieu du siècle où les photographes vont dehors, photographient les gens qui travaillent, les gens qui sont dans la rue. Donc elle est dans cette période. C'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme qui explore toujours un peu la judaïté. Elle a un regard humaniste. Elle incarne aussi une sensibilité assez laïque et progressiste, pas tellement religieuse, mais on lui donne des reportages assez étonnants. Par exemple, à Djerba en 1947, elle va photographier la communauté juive et elle peut photographier des choses. On se dit, mais tiens, une femme rentre dans ces communautés d'hommes, c'est assez étrange. Elle photographie aussi ces enfants qui sont recueillis après la guerre, les petits orphelins dont les parents sont morts dans les camps de concentration. Donc elle fait des photos de ces enfants. Elle photographie les femmes, les enfants, ce regard très humaniste et elle voyage beaucoup. Donc on est avec elle plutôt dans le monde des années 40, 50. Elle a beaucoup d'amis artistes, donc elle photographie Prévert. Donc c'est une œuvre très très riche que je vous invite vraiment à découvrir. Alors très rapidement, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps, vous vouliez nous parler aussi de théâtre aujourd'hui avec cette pièce qui se trouve à la Scala où Carole Bouquet interprète le professeur mis en scène par Muriel Mayatholz. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors c'est un seul en scène. Ouais. Et c'est une pièce assez terrible parce que Carole Bouquet lit le texte que Émilie Frèche a consacré à Samuel Paty, donc le professeur qui a été assassiné par un islamiste il y a 5 ans. Et on est dans une sorte de... C'est très implacable parce que on revoit le professeur les 8 jours qui ont précédé sa mort. Ouais. Donc on est face à un enchaînement implacable qui est terrible du moment, assez angoissant. Voilà, assez angoissant à partir du moment où il est reçu par la principale dans son bureau qui lui dit mais j'ai un problème parce qu'un père est venu avec un imam se plaindre de votre cours. Donc lui ne comprend pas, jusqu'au moment où le 16 octobre, effectivement, la principale alerte quelqu'un en disant « mais M. Paty vient de sortir, il est seul, il devait être accompagné ». Et là va se produire donc l'assassinat. Donc c'est quelque chose qui est très... C'est un uppercut, en fait. Ouais. Hein, vraiment, on est face à ce texte. Carole Bouquet lit le texte. Elle ne joue pas, elle ne joue rien. Elle lit les paroles.
Et c'est intéressant parce que c'est un texte qui a été écrit par Émilie Frêche, qui a vraiment travaillé à partir des documents qui existaient, des rapports de l'audition de la police, les réunions qui ont lieu. Et on voit cet homme se débattre face à un mur d'incompréhension et de lâcheté. Et vraiment, on est très touchés. D'ailleurs, personne ne bouge dans la salle. Merci beaucoup, Françoise Dargent, pour toutes ces recommandations. Ça se passe à la Scala. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Bienvenue en Ile-de-France. Revient lundi. Bon week-end à toutes et à tous sur Le Figaro TV.